Ce qui me plaît dans mon métier de chercheur, c'est à la fois de pouvoir me poser des questions très concrètes, des problématiques de terrain, des problématiques professionnelles, et de pouvoir les étudier de manière conceptuellement, méthodologiquement cohérente. Et donc c'est clairement le lien entre la théorie et la pratique et l'impact social de la recherche qui me conduit à mener des recherches en sport, comme avec le projet REVEA, mais aussi à travailler dans le domaine de l'éducation auprès des enseignants et des élèves, mais aussi des personnes âgées et de l'activité physique des personnes âgées. Au début de chaque journée de fouille, je pense à tout ce qu'on pourrait découvrir. Et puis finalement, je vais faire une toute autre découverte. Tous mes collègues m'ont dit que j'étais fou. Je développe mes idées en espérant que ça va marcher, évidemment, mais il y a toujours des périodes de doute. Les idées, elles n'arrivent pas quand on se concentre pour essayer de trouver des bonnes idées. Elles arrivent dans des moments de flottement, dans des moments de sommeil. Comment parvient-on à une découverte scientifique ? Quel chemin faut-il emprunter et quel rôle le temps et le hasard jouent-ils ? Pour cette deuxième saison du podcast Dans les pas d'Archimède, 6 chercheuses et chercheurs d'Aix-Marseille Université nous racontent en détail l'histoire d'une formidable découverte qu'ils ont faite. Dans cet épisode, c'est Nicolas Mascret, directeur adjoint de l'Institut des sciences du mouvement, qui nous présente le projet REVEA, qui étudie l'utilisation de la réalité virtuelle par les sportifs de très haut niveau. Je précise que cet épisode a été enregistré juste avant le début des Jeux Olympiques. Nous espérons que depuis, les équipes de France ont remporté un maximum de médailles, dans toutes les disciplines bien sûr, et en particulier dans celles qui nous intéressent aujourd'hui, la boxe, la gymnastique et le relais 4x100 mètres. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Je suis Nicolas Mascret, je suis professeur des universités à Aix-Marseille Université et directeur adjoint de l'Institut des sciences du mouvement, qui est un laboratoire unité mixte de recherche entre Aix-Marseille Université et le CNRS. Je suis également l'un des responsables scientifiques du projet REVEA. REVEA, c'est un projet qui a été financé dans le cadre de l'appel à projet Sport de très haute performance, mis en place par l'Agence nationale de la recherche. Et cet appel à projet avait pour objectif de rapprocher les fédérations olympiques et les structures de recherche, les laboratoires, pour espérer augmenter le nombre de médailles aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc le projet REVEA est né d'un consortium entre Aix-Marseille Université, les universités de Rennes 2, de Reims-Champagne-Ardenne et Paris-Saclay. Et l'objectif du projet REVEA, c'est d'entraîner 3 équipes de France, l'équipe de France de relais 4x100 mètres en athlétisme, l'équipe de France de boxe, l'équipe de France de gymnastique, grâce à la réalité virtuelle. Dans ce projet, j'interviens en tant que chercheur en psychologie sociale. Je suis responsable de l'axe transversal du projet qui porte sur l'acceptabilité et l'acceptation de la réalité virtuelle par les entraîneurs et les sportifs. Acceptabilité et acceptation sont des concepts différents mais qui sont liés. L'acceptabilité d'une technologie, c'est la perception qu'on a d'une technologie avant même de l'avoir utilisée. Cela permet de mieux comprendre quels sont les éventuels blocages initiaux avant même l'utilisation de cette technologie. L'acceptation, c'est le même processus, mais après une utilisation plus ou moins longue de cette technologie. Une fois le projet obtenu, on commence le travail qui est un travail en pluridisciplinarité, voire en interdisciplinarité, avec des collègues qui sont bien entendu spécialistes de la réalité virtuelle, mais aussi on a des collègues spécialisés en neurosciences comportementales, en psychologie sociale, en biomécanique, en physiologie. L'interdisciplinarité est forcément importante dans un projet de ce type-là, parce que la performance sportive est un phénomène trop complexe pour pouvoir l'étudier avec un seul regard disciplinaire. Bien entendu, c'est possible. Mais là, vu qu'il y avait un objectif très concret qui était d'améliorer la performance des sportifs de très haut niveau, ce consortium interdisciplinaire permettait de combiner les compétences pour, au final, monter un projet de recherche qui était original, structurant, avec, on l'espère, des résultats concrets. Dès le départ, en plus des chercheurs et chercheuses qui étaient impliqués dans le projet, on a recruté immédiatement des ingénieurs en informatique graphique, puisque l'idée c'était de développer des solutions virtuelles qui n'étaient pas issues du commerce, mais qui étaient des solutions virtuelles que nous créions nous-mêmes pour une question de souveraineté nationale, c'est-à-dire que l'État français met de l'argent dans des projets de recherche. L'idée c'est de développer des outils de réalité virtuelle qui sont réservés à nos sportifs et sportifs français. En relais 4x100 mètres, en athlétisme, on est parti d'une question de terrain des entraîneurs qui était, pour réussir un relais et un bon passage de témoin,
Il faut que le receveur parte au bon moment quand son partenaire passe sur une marque qui est tracée au sol. Or, la problématique, c'est que pour s'entraîner dans cette situation-là, il faut répéter. Problématique centrale chez les entraîneurs, un nombre réduit de regroupements de l'équipe de France par an, donc difficulté à s'entraîner ensemble. Deuxième difficulté, c'est que les sprinteurs et sprinteuses, quand ils font un sprint, ils ont besoin de récupérer, ils ne font pas forcément à fond parce qu'ils ont peur de se blesser. Et donc, résultat des courses, au bout d'1 heure et demie d'entraînement, ils font 4 à 6 passages. En réalité virtuelle, avec les dispositifs que nous avons mis en place, en une demi-heure de réalité virtuelle, ils font 40 à 50 passages. En boxe, la problématique est différente. Là aussi, nous sommes partis d'une question concrète de terrain, qui est que le résultat d'un combat dépend autant de l'attaque que de la défense. Or, la défense est travaillée sur un pourcentage de temps relativement faible à l'entraînement, tout simplement parce que ça fait mal. Donc là, l'idée de la réalité virtuelle, c'était de créer des avatars en réalité virtuelle qui, justement, pouvaient délivrer des coups, mais qui ne faisaient pas mal lorsqu'ils étaient encaissés. Ça permettait aux sportifs ou à la sportive qui étaient équipés du casque de réalité virtuelle de travailler les parades, les esquives, les ripostes, en étant face à un adversaire, même si c'était un adversaire virtuel. En gymnastique, la problématique est complètement différente. La problématique était de permettre au gymnaste de se voir en train d'apprendre un mouvement qu'il était en train de réaliser, de se voir en réalité virtuelle et d'identifier ce qui se passait chez son jumeau numérique. Et donc l'avantage, c'est qu'on peut changer les angles de vue, on peut regarder au ralenti. Et en fait, le fait de se voir en réalité virtuelle, ce qu'on appelle l'observation d'action, a un impact sur l'apprentissage moteur et perceptif en réalité réelle, alors qu'on est assis, là dans ce cas-là, contrairement à la gym et à l'athlétisme où on est en mouvement, on est assis sur une chaise et on est immergé dans la réalité virtuelle. Pour concevoir les avatars, je vais prendre l'exemple de l'athlétisme. Donc nous avons, grâce à des caméras et des capteurs qui sont insérés dans des combinaisons, pu recréer des mouvements biologiquement recevables chez les avatars grâce à des captures de mouvements qui ont été réalisées sur piste. Donc on a fait des captures de mouvements en ligne droite, en virage, qui nous ont permis d'animer les avatars en réalité virtuelle. Parce que bien entendu, si vous êtes en réalité virtuelle et que l'avatar de votre partenaire n'a pas un comportement qui est biologiquement recevable, le sportif qui porte le casque de réalité virtuelle va sortir de la réalité virtuelle et va se dire « ça ne me sert à rien ». Et donc, par rapport moi à mes problématiques, les scores d'acceptation, d'utilité perçue, de facilité d'utilisation perçue, de plaisir perçu et d'intention d'utilisation vont immédiatement chuter. Pour les environnements, toujours en prenant un exemple en athlétisme, on a acheté le Stade de France qui existait en réalité virtuelle, qui ensuite a été aménagé par nos ingénieurs en informatique graphique pour qu'il ressemble le plus possible au Stade de France dans lequel ils vont courir cet été. Je prends un exemple très concret. Au début, la piste en réalité virtuelle était orange. Il y a eu une modification puisqu'on a appris que la piste finalement allait être violette. Et donc, pour qu'ils s'entraînent dans les conditions les plus proches de la réalité, on a changé la couleur de la piste. Autant faire des captures de mouvement, c'est assez lourd, c'est assez long, c'est compliqué d'un point de vue méthodologique. Autant changer la couleur de la piste, c'était 2 clics pour nos ingénieurs. Au niveau de l'acceptabilité, elle a été globalement élevée, en tout cas significativement supérieure à la moyenne, mais on constatait qu'en fonction des répondants, en fonction des sportifs ou en fonction des entraîneurs, il y avait des scores qui étaient quand même différents, notamment chez certains entraîneurs. Pour autant, une fois qu'ils ont commencé à utiliser la réalité virtuelle, et notamment au fur et à mesure des étapes du développement de cette réalité virtuelle, là, les scores d'acceptation sont montés parce qu'ils se rendaient compte que, d'une part, c'était utile, qu'ils avaient l'intention de l'utiliser parce que ça répondait à des problématiques concrètes de terrain. La crainte souvent de toute technologie, que ce soit la réalité virtuelle ou l'intelligence artificielle ou les tablettes ou n'importe quelle technologie, c'est que en fait, cette technologie, elle vous pique votre boulot. C'est clairement une des craintes principales. Or là, la réalité virtuelle, pour les entraîneurs, elle n'est pas là pour entraîner à leur place. Elle est surtout là pour leur permettre de réaliser un complément à l'entraînement afin de travailler d'une manière qui ne serait pas possible dans la réalité réelle. Bien entendu, si vous vous entraînez pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 en relais 4x100 mètres en réalité virtuelle à 100%, non seulement vous n'aurez pas de médaille, mais vous serez, bien entendu, jamais qualifié aux Jeux Olympiques. La façon de mieux faire accepter cette technologie par les coachs, selon moi, elle dépend de 2 facteurs. Le premier facteur, c'est partir de problématiques
concrètes de terrain pour les interroger d'un point de vue scientifique, méthodologiquement et conceptuellement de façon cohérente. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que les entraîneurs et les sportifs participent aux différentes étapes d'évolution de l'environnement virtuel. Donc le principe, c'est on développait une application, on la faisait tester, on mesurait leur acceptation, on faisait des entretiens. En fonction de ça, ça donnait un cahier des charges pour nos ingénieurs qui retravaillaient sur l'application et ainsi de suite. Et donc l'idée de ce processus de co-construction, c'est que la technologie a plus de chances d'être utilisée si, au final, elle répond à des problématiques concrètes et que les personnes l'ont fait évoluer pour que justement elle réponde réellement à leurs besoins. Des résultats qui nous ont surpris, il y en a eu, on va dire, il y en a eu 2. On a travaillé avec différentes modalités d'entraînement. Donc première modalité d'entraînement, c'était un entraînement en relais 4 x 100 mètres où à chaque essai, ils avaient un feedback sur est-ce qu'ils étaient partis au bon moment avec une précision extrêmement importante. Donc cette situation avec feedback, ça correspond clairement à ce qu'ils font en réalité réelle, c'est-à-dire l'entraîneur est sur le côté ou alors il y a une vidéo et donc ils ont un feedback sur ils sont partis avant, ils sont partis après. Avec l'entraîneur, c'est immédiat. Avec la vidéo, il faut revoir et ainsi de suite. Donc on avait cette modalité avec feedback en réalité virtuelle qui était permise en temps réel. Donc ils avaient leurs résultats immédiatement. Cette condition avec feedback, c'est ce qui se rapproche le plus de leur condition habituelle d'entraînement. On a testé une condition sans feedback, c'est-à-dire qu'ils multipliaient les essais et à l'issue de 10 essais, ils avaient un feedback résumé. Et là, on pensait que cette modalité allait être moins acceptée. Et en fait, elle était tout autant acceptée que la première en réalité virtuelle, tout simplement parce que les sportifs nous disaient « c'est comme quand je suis en compétition ». Donc le deuxième résultat qui nous a surpris, c'est qu'on a testé 2 modalités d'entraînement une fois que l'application de réalité virtuelle était prête. Une modalité classique, là aussi, c'est-à-dire que les sportifs avaient un entraînement qui avait été planifié par leur entraîneur en réalité virtuelle. Donc ils savaient à quel couloir ils allaient courir, est-ce que c'était en virage, à quelle vitesse arriver à l'adversaire. Tout était planifié par l'entraîneur. Donc très peu d'autonomie. Et on leur avait proposé une autre modalité où c'était les coureurs et coureuses eux-mêmes et elles-mêmes qui décidaient de toutes les modalités d'entraînement. Et on pensait que justement, en leur laissant complètement le choix, les scores d'acceptation allaient être plus élevés. Or, dans les 2 conditions, les scores ont été très élevés, sans différence significative entre les 2, tout simplement parce que les sportifs nous disaient, quand on s'est entretenu avec eux, c'est que il y a une modalité qui se rapproche de l'entraînement habituel, donc ça les rassure, et une modalité qui est originale et qui leur plaît parce qu'ils ont l'impression d'avoir le contrôle total sur leur entraînement. Donc au final, les scores d'acceptation étaient très élevés, sans différence entre les 2 modalités, contrairement à nos hypothèses initiales. L'entraînement s'est déroulé sur une phase d'1 an, puisque les années précédentes étaient sur le développement de l'application et justement la co-construction avec les entraîneurs et les sportifs. Alors, ce qui fait qu'une technologie est acceptée ou non par ses utilisateurs, je vais me baser sur le modèle théorique qu'on appelle le Technology Acceptance Model. En fait, il y a plusieurs variables qui influencent cette acceptation. La première, c'est l'utilité perçue. Plus une technologie, vous la trouvez utile par rapport à votre objectif, plus vous avez tendance à l'accepter. Le deuxième paramètre, c'est la facilité d'utilisation perçue. Si une technologie elle est utile, mais il faut faire 15 ans d'études pour pouvoir la manipuler, ou c'est extrêmement complexe à manipuler sur le terrain, elle n'est pas acceptée. Inversement, si elle est facile à utiliser, facile à implémenter, vous allez l'utiliser et l'accepter. Troisième paramètre, c'est le plaisir perçu. Et le plaisir perçu, c'est un paramètre qui a une influence très forte, notamment sur certaines technologies. Avec la réalité virtuelle, c'est le cas. La réalité virtuelle, la première fois que vous mettez un casque de réalité virtuelle, vous regardez dans tous les sens parce que vous êtes immergé dans votre environnement virtuel. Pour autant, il y a dans cette variable-là ce qu'on appelle l'effet wow. L'effet wow de la réalité virtuelle, c'est ce que je disais juste avant. Vous regardez, vous avez les yeux qui brillent, c'est magnifique. Sauf que le principe de cet effet wow, il est transitoire. Donc ça va marcher 5 minutes, ça va marcher 10 minutes, mais si votre technologie, elle n'est pas utile, elle n'est pas facile d'utilisation et vous continuez pas à prendre du plaisir, au final, vous allez peu l'accepter et donc elle risque de rester, comme on le sait dans certaines technologies, dans un tiroir ou dans un placard. Pour évaluer les résultats de REVEA, la première évaluation, ce seront les résultats aux Jeux Olympiques. C'est clairement une des ambitions concrètes. Nous, d'un point de vue scientifique, on était confrontés à une difficulté liée justement à une situation très concrète qui était, si on veut montrer l'impact sur la performance de la réalité virtuelle, il faut qu'on fonctionne avec un groupe test qui utilise la réalité virtuelle et un groupe contrôle qui ne l'utilise pas.
Bien entendu, vous n'imaginez pas, en période de préparation des Jeux Olympiques, de dire à la moitié de l'équipe de France, vous utilisez la réalité virtuelle, vous l'utilisez pas. Donc ça, c'était impossible. Donc bien entendu, on n'en est pas resté là. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mené en parallèle ce type de protocole avec un groupe contrôle et un groupe test, avec des équipes de France jeunes qui étaient en phase d'entraînement. Et donc là, ça vient de se terminer. Et donc, les données sont en train d'être traitées. Mais Revea ne s'arrête pas aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Bien entendu, il y a d'autres compétitions locales, internationales et les prochains Jeux Olympiques à Los Angeles en 2028. Donc, rendez-vous pour la suite. Et les outils de réalité virtuelle ne cesseront de s'améliorer grâce justement au processus de co-construction sur lequel j'ai beaucoup insisté. Alors, le message que je donnerais aux jeunes chercheurs qui tâtonnent, qui se trompent, le processus de la recherche, c'est pas la vérité immuable. Le principe, c'est de faire avancer la connaissance au fur et à mesure, et que pour faire avancer la connaissance, parfois il y a des échecs, parfois on tâtonne, parfois il y a des avancées, mais c'est plus le processus qui est important de réflexion qui est lié à la recherche que le produit de la recherche en lui-même. Si votre objet de recherche vous passionne, ne considérez pas l'erreur ou les résultats qui vont pas dans le sens de vos hypothèses comme un échec, voyez-le comme une étape sur votre processus de construction scientifique. Vous venez d'écouter Dans les pas d'Archimède, la série de podcasts qui révèle les découvertes scientifiques des chercheuses et des chercheurs d'Aix-Marseille Université. Je suis Charlotte-Henri de Villeneuve. Cet épisode a été enregistré dans les locaux de l'École de journalisme et de communication d'Aix-Marseille, le JICAM. Il a été monté par Méry Royer et la musique a été composée par HDV. Le mixage a été réalisé par le studio Medusa Prod. Un grand merci à Nicolas Mascret pour sa participation.